Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour en fait parler de comment on structure une réponse à marché public. Avec Solucratie, à Oxalis aussi, on est beaucoup dans la coopération, donc ça arrive régulièrement en fait que on se retrouve à coopérer avec d'autres personnes, des fois des personnes avec qui on n'a jamais travaillé, pour générer une réponse à un marché public. Donc c'est des activités qui peuvent prendre beaucoup de temps. Si c'est pas coordonné, si chacun jette ses bouts de trucs, des fois il y a plusieurs compétences, plusieurs métiers différents qui doivent se rejoindre, créer une proposition pertinente et cohérente en fonction et bien comprendre en fait ce dont a besoin le client. Et du coup, à force d'essayer, de tester, d'expérimenter différentes manières de faire, on a mis en place quelques outils qui peuvent soutenir tout ça et qui peuvent permettre voilà, de faciliter le processus. L'idée de cette vidéo, c'est donc de partager un peu tous ces outils et puis un petit peu voilà, peut-être de retour d'expérience, de trucs qui ont fonctionné, de trucs qui n'ont pas fonctionné, et de points d'attention si vous décidez de vous lancer dans ce genre de choses. L'idée aussi, c'est de nourrir les gens qui sont dans la coopération et qui œuvrent pour essayer de transformer un peu la société dans laquelle on vit et de dépasser toutes ces dynamiques de compétition. Euh, un petit message aussi, si jamais vous rédigez des commandes publiques pour des services, pour les collectivités, etc., si vous m'entendez, merci quand vous rédigez vos DCE, vos CCTP, etc. Et ben donc d'expliquer le contexte, ça c'est déjà fait, vous expliquez bien le contexte, vous expliquez bien vos besoins, vous expliquez bien les résultats attendus, etc. Euh, mais merci de ne pas trop cadrer au niveau de la mise en œuvre, c'est-à-dire au niveau de l'opérationnel. Ça va être notre métier, ça va être à nous, en fait, en fonction du budget, de vos besoins, des problématiques que vous avez identifiées, de définir comment on peut agir et comment on peut se mettre le mieux possible à votre service. Si jamais vous cadrez trop en disant il nous faut 3 réunions ici, 2 trucs là, il faut faire tel truc, un atelier qui va porter sur exactement tel sujet, etc. Ben, en fait, vous vous privez de toute l'expertise qu'on peut amener. Vous nous forcez à créer une réponse qui n'est pas adaptée par rapport à ce qu'on pense, c'est-à-dire que vous ne tirez pas le meilleur parti de ce qu'on peut vous amener. Et, euh, et du coup, vous vous retrouvez avec une réponse en fait qui est structurée selon ce que vous pensez sans connaître notre métier. Et potentiellement, vous vous tirez une balle dans le pied. Et si on n'a pas la possibilité d'ajuster après, ben, ça peut être très difficile. Si au moment de la création de la réponse, on a moyen de se projeter, de réfléchir, de vraiment tirer parti de tous les outils qu'on connaît et pour rentrer dans le budget, de trouver vraiment quelque chose qui va répondre à vos besoins de la meilleure manière possible en fonction de toutes nos connaissances, il faut nous laisser un maximum de liberté à ce niveau-là. Donc on a besoin du contexte, on a besoin de la problématique, on a besoin de vos intentions, on a besoin peut-être de la culture, etc., des points de vigilance que vous avez. Et à partir de là, laissez-nous nous débrouiller et on fera un truc qui va bien. Voilà, ça c'était un petit message. Euh, eh ben, je propose de se lancer directement. Mettons que voilà, vous identifiez un marché public qui est intéressant, vous contactez les gens dans votre coopérative, dans toutes les coopératives partenaires, amis, etc. Vous lancez une bouteille à la mer et il y a, je ne sais pas, une dizaine de personnes qui répondent avec des compétences différentes, que ce soit des urbanismes, des spécialistes en environnement, des urbanistes, des spécialistes en environnement, de la concertation, des gens qui font de la concertation, des architectes paysagistes, des gens qui posent dans la communication, des coachs, ce que vous voulez. Tous ces gens-là qui disent, Eh, moi, ça m'intéresse, j'ai bien envie de répondre avec vous. Donc là, ce qu'on va voir, c'est un petit processus. Je vais vous partager les supports. Nous, on utilise certains outils, comme là, je vais vous montrer Miro, mais vous pouvez ne pas utiliser Miro. Vous pouvez utiliser un fichier document ou des trucs comme ça. Mais en termes de visualisation, je trouve que c'est vachement plus sympa. Et voilà, il y a d'autres outils, donc vous arrêtez pas aux outils que je montre là. Il y en a potentiellement plein qui peuvent servir. Hop, alors je vais partager mon écran. Voilà, donc on a ici le point de départ. Et donc l'idée déjà, c'est que tout le monde, alors en amont, il faut que tout le monde se soit bien approprié le document et le CCTP. Euh,
Et en fait, ce qu'on va faire dans ce temps-là, donc le top, si personne se connaît, c'est vraiment de prendre un temps de 3 heures. C'est-à-dire de partir du principe que ça, c'est... voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un investissement de temps qui sera amorti sur la rédaction de la réponse, parce que avec ce que vous allez construire là, vous allez ensuite avoir un groupe autonome qui pourra rédiger la réponse sans avoir besoin de trop échanger, sans avoir besoin de se caler des réunions en plein milieu de la nuit et des trucs comme ça. Donc l'idée, c'est qu'en amont, un peu tout le monde ait lu le CCTP ou au moins 2-3 personnes. Et on fonctionne alors soit par tour de parole, soit où on demande juste aux gens, en fait, à chaque fois, sur une session de 5 minutes, de poser tous les post-it qui concernent chaque case. Et après, il y a un petit temps pour dire, ah bah voilà, maintenant ce qu'on sait, etc. Donc la personne qui facilite peut juste récapituler un peu tout ce qui a été dit. Le premier truc, c'est le contexte, donc les commanditaires, ce qu'on sait du territoire, etc., ce qui est expliqué dans le CCTP par rapport au contexte, par rapport à la demande et tout. Ensuite, ce qu'on a compris du CCTP, donc d'après nous, quelle est la demande, quels sont les points de vigilance, voilà, qu'est-ce qui est demandé, etc. Ensuite, on a les objectifs à atteindre selon le commanditaire. Donc généralement, là, il y a des objectifs qui sont très clairs, qui sont définis dans le CCTP. Et c'est bien de les avoir un peu toujours en tête au moment de la rédaction, parce que des fois, en fait, on peut vite se projeter dans des trucs qui, soit n'ont rien à voir, soit n'ont pas atteint les objectifs qui ont été mentionnés là. Euh, et on peut, enfin, voilà, des fois, on part trop vers le venez, on va se faire plaisir, plutôt que répondre vraiment à ce qui a été demandé. Donc, il y a besoin d'avoir quand même un petit point de vigilance par rapport à ça. Le calendrier du commanditaire, donc ça, c'est quand est-ce que ça commence, jusqu'à quelle date il faut, enfin, jusqu'à quelle date on a pour répondre, etc. Et le déploiement du projet lui-même. Alors ce genre de processus, ça marche pour des projets assez longs, c'est-à-dire c'est des trucs, ça va être sur 3 à 6 mois, etc. Si jamais vous faites le design, j'en sais rien, d'une formation ou d'une intervention sur une journée ou 2 jours, là c'est trop, ça sert à rien voilà, de faire un truc comme ça. Il faut vraiment peut-être plus travailler sur une équipe qui va bosser sur le temps long. Ensuite, on passe, une fois qu'on a défini le calendrier, à ce moment-là, on passe dans ce que chaque personne peut amener. Donc, il y a ce qui nous fait envie et la place qu'on veut prendre dans ce projet. Donc, à ce moment-là, c'est important pour que chacun puisse s'ajuster, trouver sa place et dire, ah, bah, moi, je vais me mettre là, et puis ça, j'ai bien envie de faire ça. Ah, bah, moi, j'ai plus envie de me mettre là. Ah, bah, tiens, je vois qu'il y a un trou ici. Et ça permet également d'identifier en disant, là, il y a peut-être un manque, il y a un truc qu'on a besoin qu'il soit fait, et on n'a personne pour le faire. Peut-être qu'il va falloir qu'on aille chercher des compétences à l'extérieur. Et ah oui, un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que au moment des objectifs à atteindre et ce qu'on a compris du CCTP, ça va faire émerger des questions. Donc c'est le bon moment pour poser une action sur quelles sont les questions aux commanditaires qu'on va avoir besoin de poser. Donc là, tout le monde, ce qui nous fait envie et la place qu'on veut prendre dans ce projet. Ensuite, ce que ça nous inspire, donc la vision globale du projet, ce qu'on a envie de produire, les valeurs qu'on a envie de mettre dedans, etc. Et vraiment de se projeter sur une vision très, voilà, plus en mode rêve, pas plutôt abstrait. Peut-être que ça va être des images, peut-être ça va être des métaphores, peut-être ça va être des trucs comme ça, peut-être que, voilà, mais vraiment en mode rêve, allez pas hésiter à viser assez loin, parce que ça va inspirer et ça va aider les gens à créer une image commune de vers quoi on essaie d'aller ensemble, la destination collective. L'étape suivante, c'est toutes les actions. Donc là, en fait, on demande aux gens de poser toutes les actions qu'ils ont identifiées. Ça va de contacter telle personne à ah bah il va falloir organiser un atelier là-dessus. Ah bah il faut prévoir un temps de design avec ça. Ah bah il y a des temps de coordination. Ah bah il y a tel truc, tel truc, tel truc. Et chacun, en fonction de son métier, de sa vision, de là où elle est, va identifier différentes actions, différentes choses. Donc l'idée, c'est vraiment de tout poser, de dire, bah, si on veut aller là-bas, voilà toutes les étapes par lesquelles on doit passer et tous les trucs qu'on doit faire. Donc là, c'est bien d'avoir un temps assez long, de laisser les gens poser les post-it, de parler à voix haute aussi, de dire, ah bah tiens, moi j'imagine tel truc, ah mais tu l'imagines comment? Ok, bon bah alors peut-être que ça, ah mais non, d'accord, donc si toi tu fais ça, moi je peux faire ça. Et il y a des gens qui se parlent, enfin c'est un peu plus le bordel au niveau de la prise de parole, mais c'est bien, parce que c'est vraiment cette étape un peu voilà, encore plus enfin, à la fois de créativité et de redescendre dans l'opérationnel. Donc il y a une forme d'idéation et tout, et c'est un des moments les plus intéressants.
Et une fois qu'on a tout ça, eh bien, à ce moment-là, alors, cette flèche, elle devrait être dans le sens. Pardon, je fais ça en live. Voilà, donc là c'est le calendrier, c'était pour que ce soit en parallèle avec ça, mais je pense que c'est mieux dans ce sens-là. Là c'est la proposition d'intervention. Et donc là, on va prendre les actions et on va les organiser chronologiquement en disant, ok, bon bah, pardon, par quoi on doit commencer? Bah, ça vient avant ça et tout. Donc là, chacun prend des post-it, les pose sur la flèche, les organise, les met, etc. Et ça nous donne une vision collective de quelles étapes il va falloir faire. On peut rajouter des couleurs par personne. S'il y a des gens qui disent, bah, moi je sais déjà ce que je veux faire, donc je mets les post-it d'une couleur qui me va bien, qui me correspond, et ça permet aussi de voir qui intervient à quel moment. Donc ça, en 5-10 minutes, c'est torché, hein. Ça va assez vite. Après, il y a la répartition financière. Donc là, c'est vraiment de réfléchir. Alors, avant, on a eu une petite jauge où enfin, les gens mettaient, bah, moi, au minimum journalier, voilà combien je vais te payer, au maximum, combien je vais te payer. L'idée de mettre un maximum, c'est aussi pour dire, bah, je ne suis pas à l'aise avec le fait de trop facturer sur certaines choses. Peut-être de réfléchir aussi bah, est-ce qu'on met les déplacements dedans, etc. C'est une conversation c'est difficile de se projeter des fois si comment dire, euh, si les actions, si l'étape d'avant n'est pas complètement terminée ou si la vision globale n'est pas complètement terminée, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il faut bien demander aux gens, est-ce que tout le monde a la même compréhension? Enfin, est-ce qu'il y a des besoins de clarification? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que vous ne comprenez pas? Est-ce qu'il y a un point qui est flou? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose? Parce que ça va être ce qu'on va devoir rédiger ensuite. Et si ça, c'est clair, normalement, après, quand on passe à la répartition financière, on est déjà un peu plus clair aussi. Mais c'est pareil, ça va être enfin, c'est une conversation qu'il faut bien cadrer, dans le sens, l'idée, c'est de produire à la fin un BPU qui va bien avec, OK, bah, combien on facture pour une demi-journée de prestation, ou combien on facture pour une formation, ou combien on facture pour tel truc, et que, en fait, chaque action puisse être chiffrée. Soit on définit combien on facture en termes de temps, en disant une demi-journée, ça coûte tant, soit on définit en termes d'action. Si on définit en termes de temps, ça veut dire qu'après, on va falloir revenir sur les actions qui sont là et dire, OK, combien il faut de temps? Et puis après, on a juste à poser le coût dessus, et ça permet qu'il y ait une personne qui parte, qui rédige une proposition de budget, et que cette proposition de budget, enfin, le mieux, c'est que ce soit une personne qui le fasse. Donc, qui prenne tout ça en compte, qui a toutes les infos, qui le fasse, et qui amène la proposition à tout le monde pour dire, est-ce que tout le monde est OK avec ça, ou est-ce qu'il y a besoin d'ajuster? Et c'est plus simple que d'essayer de faire un truc où chacun va essayer de faire des bouts, des choses comme ça. En tout cas, de mon point de vue, c'est le plus confortable. Ensuite, il va falloir passer à la rédaction du document de proposition. Donc la rédaction, on ne va pas la faire tous ensemble, on n'est pas, quand je dis tous ensemble, tous en même temps et tous dans la même réunion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste définir le squelette. L'idée, c'est de prendre les propositions d'intervention, de définir comment on veut structurer. Par exemple, on va mettre voilà, le contexte, la présentation du groupement, la phase 1, phase 2, phase 3, etc., la conclusion, potentiellement des annexes, des trucs comme ça, et juste un post-it pour chaque truc. L'idée, c'est juste de dire, OK, bah, voilà à peu près la structure, à quoi ça va ressembler. Et comme ça, quand on a fait ça, on a un squelette, et c'est là où on peut avoir les discussions de dire, ah, moi, je mettrais ça peut-être plus avant, ou ça plus avant, etc. Si vous commencez à rédiger avant d'avoir fait ce truc-là, eh ben, ça peut prendre des plombes derrière, parce que les gens vont dire, mais ce texte-là, je ne comprends pas, où est ma place? Qu'est-ce que je suis censé rédiger? Ce bout-là, ça me concerne pas. Enfin, et quand il y a du texte, en fait, il faut relire le texte à chaque fois, et en termes de charge mentale, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, plutôt que d'avoir des bouts de post-it qui restent à arranger en disant, ah, ok, donc, bah oui, donc ça, on le met avant et tout. Et c'est mieux voilà, d'avoir des bouts de pièces de puzzle qu'on bouge comme ça, plutôt que d'avoir des gros bouts de texte de 5-10 lignes où, des fois, il y a un bout de texte dans un bout de texte, enfin, par exemple, il y a quelque chose qui fait référence à quelque chose qui est dans un texte avant, dans un paragraphe avant, et si vous bougez un paragraphe, vous ruinez toute la cohérence du truc. Donc, le squelette, bien important de le poser avant, d'être d'accord dessus, enfin d'être d'accord, de moins de ne pas avoir d'objection, plus en mode, bah, est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Ok, bon, bah, on y va. Et une fois que vous avez ça, là, vous pouvez créer un document pour passer à la rédaction. Alors, je vais passer après sur le modèle de proposition, mais pour l'instant, je voudrais juste vous montrer, en fait, quand c'est rempli, ce que ça donne à peu près. Alors là, on n'a pas fait le taf ici, on l'avait fait sur un document texte.
Mais ça donne un truc comme ça, où on a le contexte, les commanditaires. Alors, voilà, je ne vais pas trop zoomer. Et là, il y a les différentes étapes, en fait, qu'on avait essayé de remettre avec différentes phases, etc., pour essayer de cadrer tout ça. Donc, vous voyez les actions pêle-mêle, enfin bref. Euh, donc, l'idée, c'est de remplir ça à plusieurs. Vous pouvez être 5, 10. Après, si vous êtes plus, ça commence à être chaud. Faut pas non plus... voilà, c'est bien qu'il y ait quelques référents pour chacune des professions. Mais après, trop, c'est pas nécessaire non plus. Euh, et du coup, une fois qu'on a en fait un squelette de propositions, à ce moment-là, le top, c'est d'avoir... alors, on utilise, bah, pareil, là, on utilise Google Slides, mais ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, de préférence des outils libres, si vous en avez qui fonctionnent bien et que vous arrivez à bien utiliser. On utilise aussi Canva, beaucoup maintenant. Et l'idée, c'est d'avoir des modèles pour pas mal de choses, parce qu'il y a plein de choses en fait qu'on n'a pas besoin de redire à chaque fois. La charte graphique, les couleurs utilisées, comment dire, tout ce qui est police de caractère, etc., c'est pareil, c'est des trucs qui prennent du temps à décider. Si on commence à se lancer là-dedans dans un moment où généralement on a une semaine ou deux pour rédiger une proposition, c'est foutu quoi. Donc l'idée, c'est d'arriver avec une charte graphique prédéfinie, des trucs avec des images, des machins comme ça. Et comme ça, vous n'avez pas à vous poser ces questions-là. Il reste juste à ajuster au contexte. Quand vous posez un document modèle, essayez non plus aussi de pas... des fois, on va se dire, ah ok, ben, en fait, je vais récupérer tel slide de tel truc, etc. Et tel texte, essayez de ne pas les mettre en fait là, ou alors mettez-les tout en bas avec un truc pour inspiration ou à effacer après ou un truc comme ça, pour éviter que les gens ne sachent pas si ça est déjà, si c'est rédigé pour cette proposition, si c'est autre chose, qu'est-ce que ça fait là, etc. Donc c'est important d'être bien clair à ce niveau-là. Et, euh, et donc d'avoir des slides, voilà, nous on a sur Lucracy, on a ça avec la table des matières. Donc généralement on structure en ce qu'on a compris de votre besoin, notre équipe pour cette mission, comment on peut vous accompagner et puis le budget. Du coup, pareil, on a des slides en tête tout près. Et là, ben là, c'est exactement ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire. Donc ça, c'est des slides où finalement ils vont nous servir à rien. Et après, il y a tous les trucs avec, alors, hop, je ne vais pas non plus dévoiler les secrets, machin. Une présentation des structures. Pareil, le format, etc., pour que ça aille bien. Et puis après, comme on propose de vous accompagner, donc là, ça va dépendre, ça dépend à chaque fois des missions, etc., mais généralement l'intention, la démarche, les livrables, les résultats, enfin, ça va dépendre un petit peu. Nous, on aime bien mettre des trucs, quelques valeurs, etc. On a également un document de portfolio où on a toutes nos références et en fait, en fonction des réponses qu'on va faire, on va taper sur telle ou telle référence et on va juste copier-coller les références ou copier les textes en fonction voilà, du format qu'on a choisi. Donc c'est très utile si aussi les gens qui ont fait les différents projets ben, mettent à jour le portfolio avec leurs nouveaux projets. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le document, le modèle de proposition. Et l'intention aussi de faire un truc en slide plutôt qu'un document texte, c'est que ça permet de, quand on fait le squelette, bah, de potentiellement dire un post-it par slide. Et à ce moment-là, les gens s'attribuent les slides en disant, OK, bah, moi je fais tel post-it, je rédige tel truc, et puis hop, ça permet que, à la fois qu'on concentre l'information et qu'on s'assure que d'un seul coup, il ne va pas y avoir des trucs qui vont déborder. Ça force en fait à être concis et à pas rédiger des tonnes de choses sur un sujet où finalement, c'est pas super important par rapport au reste. Donc on garde une forme de... je sais pas, enfin on garde voilà, cette espèce de cohérence, cette espèce de truc, et ça permet que les gens qui soient plus prolixes aussi fassent un effort pour se contenir. Voilà, voilà. Donc ça permet en fait de générer tout ça. Après, on a le budget, on a tous ces trucs. Euh, on aime bien aussi mettre bah, déjà des trucs par rapport à l'éthique qu'on veut mettre dans les projets qu'on déploie. C'est-à-dire que maintenant, bah, c'est important aussi de se positionner et de dire
de dire, écoutez, il y a eu un fonctionnement pendant un moment de notre société, et là, nous, on propose des choses un peu différentes, et on propose aussi d'essayer d'avancer à ce niveau-là. Donc, amener les valeurs, amener les trucs, c'est important. Et les questionner, enfin, ça revient dans ce que ça nous inspire, les valeurs et tout ça, là où on peut caler toutes ces choses-là. Donc voilà, vous avez eu une réunion de 3 heures avec des gens qui ne se connaissaient pas, vous avez rempli ce truc-là, après il y a un temps de rédaction où chacun va dans son coin, va rédiger les différents slides et tout et tout. C'est pas mal aussi d'avoir un groupe, alors soit un groupe Telegram, un groupe WhatsApp, ou des fois une boucle mail, mais la boucle mail c'est plus difficile à comprendre. Et de ne pas hésiter aussi à laisser des commentaires sur les différents slides pour les autres. Et, et à ce moment-là, bah, si tout va bien, il ne reste plus qu'à se refaire une dernière réunion pour finaliser tout ça, pour passer dessus, pour dire, OK, bon, bah, voilà un peu peut-être les trucs sur lesquels j'ai bloqué, ou des choses comme ça, ou de s'assurer que tout est en ordre. Peut-être qu'il faut en faire deux, peut-être qu'il faut faire une réunion au milieu, pour voir si on en est, si tout va bien, etc. C'est difficile généralement parce que enfin, comment dire, quand on a la notification du marché, le fait qu'il va falloir répondre, se caler du temps dans nos agendas qui sont déjà bien blindés, voilà, c'est difficile de trouver des temps en commun. Ça marche pas mal aussi des fois d'en faire deux. Donc il y a une personne qui prenne la charge de dire, OK, bah, moi je vais animer 2 temps sur tel jour. Il y aura une heure où on pourra, voilà, il y a la moitié des gens qui vont venir, une heure où l'autre moitié des gens qui vont venir, et cette personne-là fait le lien et garde le même niveau d'information. Hum, Et, euh, et voilà, par rapport à ça. Et puis, bon, après, il y a tout ce qui est documents. Nous, on crée un dossier en fait en ligne et puis on met tous les documents administratifs. Donc ça, c'est à la charge de chacun de créer son CV, de mettre son cabis, ses machins, ses trucs. Et puis voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Un dernier ajustement du budget, on envoie. Et bah, généralement, non. Si tout va bien, on gagne. Euh, et du coup, quand on gagne, eh ben, on se retrouve avec quelque chose qu'on a vendu, avec une équipe de gens qui se connaissent un petit peu maintenant, mais toujours pas plus que ça. Et on a, comment dire, eh ben, on a un projet à déployer. Et là, c'est important en fait de créer la cohésion du groupe. C'est-à-dire que si on se lance comme ça, il y a aussi plein d'écueils et plein de choses qui peuvent se passer qui font que ça va générer des soucis. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a créé la charte de coopération sereine. L'idée de la charte de coopération sereine, en fait, c'est de se poser toutes les questions à enjeu avant que ça arrive. C'est toujours cette idée de dire, bah, si on fait une partie de Monopoly, il vaut mieux se mettre d'accord sur les règles avant que pendant la partie, sinon ça va créer des conflits. Donc on a un document, alors vous pouvez trouver sur le wiki de Solucratie, servez-vous, c'est gratuit. L'intention, c'est de dire, voilà, on prend un temps vraiment pour créer le groupe, pour poser les choses, pour s'assurer que notre coopération sur toute la durée du projet, elle soit claire, qu'on soit bien clair sur qui fait quoi et vers quoi on va, etc. Et j'insiste encore sur le fait que prendre ce temps, c'est important et ça va faire gagner beaucoup de temps après. Et ça va faire gagner aussi beaucoup de sérénité et ça va permettre d'éviter pas mal de tensions. Ça évitera pas toutes les tensions, il y en aura quand même. Pardon, et il faudra les traiter au fur et à mesure, mais faire ce travail, c'est nécessaire. Et ça, enfin, voilà, ce temps-là, c'est pas du temps perdu. Ok. Il y a le fait qu'on a envie de partir en courant tout de suite et puis dire allez, allez, on déploie et on fait des trucs et c'est trop bien. Euh, c'est possible aussi après de le faire avec des équipes clients, c'est-à-dire de remplir ce truc-là en disant bah, en fait, on a envie de remplir un bout avec nos commanditaires pour poser les choses. Voilà, donc il y a un peu les instructions. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'on a, pour certaines choses, on a essayé de poser soit des exemples, soit des trucs qui sont déjà définis. Comme ça permet de dire, OK, ben, on n'a vraiment pas le temps et il y a des trucs où on ne peut pas se poser la question et de dire, est-ce qu'on est OK de partir avec ce qui est écrit là? Et si ça va à tout le monde, bah, tant mieux, on n'a pas besoin d'avoir cette conversation, on est tombé d'accord sur ce truc-là, donc on avance.
Et voilà. L'idée, c'est d'envoyer à tout le monde en amont ça, que chaque personne remplisse en fait ce qu'il pense du truc, et après de prendre un temps de 2 heures avec tout le monde pour finaliser. Donc on passe sur les trucs, ok, l'objet. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a une personne qui a écrit 3, 4 phrases, il y en a une qui a rajouté une phrase en disant bah, pour moi c'est important aussi et tout, et puis à la fin on a un objet qui va bien. Ce qui nous a amené ici nos intentions respectives. Donc ça, c'est encore dans l'objectif que tout le monde trouve sa place et puisse poser en fait pourquoi il ou elle est là. Ça permet que pendant qu'on déploie le projet, de dire ah mais ça c'était important pour toi, et ben ok, et on va en prendre soin plutôt que la personne se dise ben en fait ça c'est important pour moi, il n'y a personne qui le sait. Et quand c'est ça, généralement, on va développer des espèces de micro-comportements qui vont, où les gens vont agir, on ne va pas comprendre exactement pourquoi ils agissent comme ça. Tandis que si c'est clair dès le début, et si c'est exprimé en disant, moi, je voudrais vraiment aller par là, et ben, plutôt que la personne tire le groupe euh, subrepticement pour y aller, bah, c'est dire, j'ai vraiment envie d'aller par là, et le groupe peut dire, ok, bah, on t'accompagne sur un bout du chemin, mais le reste, c'est toi qui vas t'en occuper, quoi. Voilà, voilà. Les valeurs, donc nous on a mis celle de Solucratie, grandir pour soi et avec les autres, être sincère dans nos relations, donner de l'importance à la mise en commun et créer des moments de qualité. Et c'est important aussi de dire comment on l'incarne, parce que ça permet d'opérationnaliser tout ça et de dire voilà, voilà on pose comment ça se vit en fait dans le projet. C'est pas juste un truc qu'on a acheté comme ça, oui, on a une valeur de bienveillance, tout ça, machin. Et puis à la fin, on n'en fait rien, et puis on finit par se ruiner et se foutre sur la gueule sur le projet. Donc ça, c'est pas super utile. Compétences du groupe, ça c'est juste pour dire, bah, peut-être que, je sais pas, il y a quelqu'un qui est super doué au backgammon ou aux fléchettes, ou qui sait faire bouger ses oreilles, et peut-être que là, tout de suite, ça va rien nous dire, mais sur le projet, peut-être qu'à un moment ou à un autre, ça peut s'avérer très utile. Et puis, il y a sûrement d'autres compétences qui sont vachement plus utiles que celles que je viens de citer. Les rôles attribués. Alors, on a, euh, comment dire, enfin, alors oui, donc c'est rassurant, on va dire, voilà. Il y a tous les projets qui sont là. L'idée, c'est de dire quel est le rôle, quelles sont les redevabilités, et qu'il y ait un petit temps aussi où les gens qui sont responsables de soutien disent ben moi, voilà comment voilà ce que je vais faire, voilà ce que je m'engage à faire en prenant ce rôle. Et c'est important ça, parce que des fois, il y a des gens qui disent ah ok, bon, bah toi, tu prends le rôle coordination, et puis dans la tête de certains, certaines, ça va être ah bah cette personne-là, elle organise une réunion toutes les semaines pour qu'on puisse coordonner, et dans la tête d'autres, ça va être ah bah cool, cette personne, elle va faire le café, et puis elle va nous appeler pour savoir quand ça va et quand ça va pas bien, etc. Et puis elle va être aux petits soins pour nous. Donc les redevabilités, très important, et potentiellement voilà les livrables attendus. Nous, à Solucratie, généralement, maintenant, on fait ça assez rapidement, parce que, enfin, avec les gens qu'on connaît, quand on a l'habitude de travailler, euh, parce finalement, on est tous responsables du projet et on se fait confiance sur le fait que, bah, de toute manière, on œuvre pour le projet. Et que si on voit qu'il y a un trou dans la raquette ou un truc qui ne va pas, bah, quelqu'un arrivera à prendre la place du truc. Mais bon, là, c'est un fonctionnement où c'est quand on commence vraiment bien à se connaître. Si vous êtes avec des inconnus, c'est très, très rassurant d'avoir ça, et ça permet d'avoir c'est là où c'est utile, c'est que ça permet d'avoir les conversations importantes. Euh, des fois, il y a des conversations qu'on n'a pas, et quand on les a, c'est trop tard. Donc, les avoir maintenant, c'est pas mal. Un des points les plus importants qui est enfin, presque la raison pour laquelle ce document existe à l'origine, c'est la répartition du budget. Euh, alors, on a testé différentes choses, différentes manières de se répartir le budget. Alors, il y a la méthode de base en disant, OK, ben moi je fais ça et puis je facture mes heures et tout, mais on sait que de toute façon, sur des projets à long cours, on fait toujours plus d'heures que ce qu'on avait prévu. Et ça peut créer des déséquilibres, ça peut créer des décalages, ça crée des tensions, etc. On peut dire, bah, OK, en fonction des rôles. Donc là, on morcelle chaque truc et puis on dit, ben, pour tel rôle, on met tel bout du budget, tout ça, tout ça. On l'a fait aussi, on s'est vite retrouvé à, bah, quand il y a quelqu'un qui n'est pas dispo, quelqu'un qui doit remplacer quelqu'un d'autre, qu'il y a une tâche qu'on disait que ça faisait partie de tel rôle, mais en fait c'était l'autre personne qui l'a fait, etc. Bah, là aussi, ça commence à créer des trucs où, ok, bah, est-ce que on fait des calculs d'apothicaire et puis je te file 20 € par-ci, 15 € par-là, enfin voilà. Il y a peut-être une piste à creuser, mais nous, ça nous a assez vite saoulé, donc on est passé à autre chose.
En fonction du du temps à passer, donc ça c'est un peu lié aussi au rôle. Il y a la notion de faire à égalité. Donc là, c'est plutôt ce qu'on pratique, c'est-à-dire que je vais vous montrer après un document enfin, sur un autre projet qu'on a fait. Donc l'idée, c'est de diviser par le nombre de membres de l'équipe. On retire un montant pot commun qu'on définit collectivement. Donc ça, ceci, par exemple, voilà, diviser par le nombre de membres plus 1, et puis la part en plus correspond au pot commun. C'est-à-dire que, mettons, on a 12 000 euros pour ce projet, on est 5, on divise par 6, ça fait 2 000 euros. Donc on a 2 000 euros de pot commun et on a 2 000 euros chacun et chacune. Et puis, si jamais le pot commun, il en reste encore à la fin du projet, eh ben, on le répartit sur les personnes, on fait autre chose. Après, il y a par équité. Donc ça, c'est un peu plus chaud à gérer, parce qu'on a vraiment des besoins très, très différents. Et il y a des gens qui ont un niveau de vie où ils ont besoin de, je sais pas, 3 000 euros par mois pour vivre. Il y en a d'autres qui ont besoin, moi j'ai besoin de 500 euros, enfin, j'ai besoin de 800 euros par mois pour vivre, mais j'ai besoin de 500 euros pour moi, donc c'est pas, voilà, ça varie vraiment en fonction des gens. Il y a des gens ouais, ouais, ça varie. Donc là, il y a une conversation beaucoup plus longue. Si vous partez sur ce truc-là, je pense qu'il faut reprévoir une réunion pour vraiment ajuster. Et si vous expérimentez là-dessus, moi, je serais curieux d'avoir vos retours pour voir voilà, comment ça peut être utile. Quelques questions qui restent aussi, c'est comment on se partage les frais. C'est-à-dire, est-ce que tout ce qui est je sais pas, enfin, bouffe, matériel, etc. C'est chacun se débrouille. Est-ce que ça fait partie du pot commun et tout? Comment on finance les déplacements, la coordination, l'administration, tout ça. Et juste parce que je suis dessus, je vais vous montrer. Ça, c'est un projet qu'on a fait où on a en fait, alors, pour pas dire de conneries, voilà, on a 41 700 euros. On est 5 personnes. Et il y a une personne qui était juste là, en fait, un petit peu au début du projet pour filer un coup de main et qui ensuite est passée sur autre chose. Et donc, elle a dit, bah, moi, j'ai juste besoin de 1 000 euros pour ça. Donc, on a retiré 1 000 euros. Ensuite, on a divisé par 5, ce qui nous a fait un pot commun. Et il y a deux étapes au projet. Donc, la première étape, l'idée, c'est de dire, bah, voilà, on divise par 5. Et donc on se retrouve avec 5 000 euros de pot commun. Donc on peut dire oui, ça fait beaucoup, mais voilà, après, de toute façon on le répartit s'il y en a trop. Et on, l'idée c'était de faire deux règlements, c'est-à-dire qu'il y a un premier règlement où on a 60%, et là on est assuré chacun qu'on aura ce règlement-là. Et après un deuxième règlement, et là c'était l'idée de dire, bah, sur le deuxième règlement, peut-être qu'on repassera et on dira, ok, est-ce que tout le monde est toujours ok de se faire payer ce montant-là? Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire, bah, en fonction de ce qui s'est passé, moi j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre, un truc comme ça. Donc ça ouvrira l'espace pour avoir cette conversation. Il ne faut pas en avoir peur de cette conversation-là. Généralement, ça se passe bien. Généralement, il y a des choses qui arrivent et c'est tout à fait. On est tous parfaitement capables de comprendre les situations des uns et des autres. Et, euh, et du coup, voilà, ces conversations-là sont utiles et nourrissantes et ça permet à chacun de sentir que le groupe prend soin d'eux. Euh, Donc, du coup, le règlement 2, voilà, l'idée, c'est de dire, ben, ça, c'est le truc de fin, et à la fin, on regarde si on est toujours OK avec ça, et puis hop, on avance. Mais on a quand même besoin de se projeter à un niveau ou à un autre. Donc après, si on dit, bah, en fait, voilà, on va dire sur le premier règlement, on va plutôt partir sur du 80%, et sur le deuxième, on va partir sur du 20%, c'est possible aussi. Et c'est que, bah, on sait qu'il y aura un décalage d'activité qui sera pas plus gros que 20%, donc on peut ajuster là-dessus. Puis pareil pour l'étape 2 et la phase de pot commun, donc de décider bah, à quoi ça correspond. Donc là, on a décidé que ça comprend le logement, le matériel, les impressions, la nourriture, la convivialité et les déplacements. Parce qu'on a des gens, en fait, euh, qui viennent de plus loin. Il y a des gens qui sont plus près, mais donc qui vont faire plus de petits déplacements, et des gens qui sont plus loin, donc quand ils vont faire des déplacements, ça va coûter plus cher. On s'est dit, tiens, on va garder le pot commun aussi pour faire appel à d'autres membres, pour expérimenter, pour avoir des regards externes, etc. Donc si jamais, en fait, il y a un moment, on se dit, tiens, ce truc-là, ça a l'air cool,
On a envie que, je sais pas, qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire de la facilitation graphique, qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire tel ou tel truc, qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous soutenir sur telle activité, et ben à ce moment-là, on a la possibilité d'utiliser un bout du pot commun pour aller chercher des prestations externes. Donc on a cette flexibilité-là. Et puis, toute autre dépense imprévue. Et si jamais le pot de commun il n'est pas dépensé, ben à ce moment-là, bon là l'idée c'est de verser un petit peu à Oxalis, donc c'est pour parce que Oxalis gère aussi tout ce qui est administratif sur ce projet, donc c'est la coopérative dans laquelle je suis. Donc il y a la contribution que je paye, mais poser un petit peu plus aussi pour la coordination, etc. C'est pas mal. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour le budget. Après, bon, il y a la notion de planning, si besoin. La gestion, donc là c'est pareil, on a posé des trucs en disant les décisions concernant le projet impliquant toutes les parties prenantes sont prises collégialement. Chaque membre de l'équipe est responsable des résultats, des livrables et du budget. Et après, il y a un petit mot sur l'association, parce que en fait, Solucratie n'est pas impliqué dans les projets, c'est plus un collectif avec chacun qui a sa boîte. Mais Solucratie peut filer un coup de main pour peut-être de la médiation, si vraiment il y a besoin. Une question qui est importante, c'est comment on se fait du bien. De se poser la question, de se mettre ensemble et de dire, OK, bah, comment on s'assure qu'on soit bien dans ce projet-là, que ça soit source de bien-être et que ça ne soit pas source de tension et de stress et qu'il y ait quelqu'un qui explose et qu'on n'ait rien vu venir, etc. Donc ce point-là est important. Différents litiges, bon, bah, ça c'est en cas de conflit et de trucs. Et c'est pareil, si jamais ça vous plaît pas, bah, on va avoir une conversation en disant, OK, ben voilà comment on fait. Euh, mais c'est important d'avoir cette conversation et de mettre quelque chose. Des fois, on va se dire, mais non, on est tous copains, c'est trop super, vous allez voir, c'est la fête, ça va trop fonctionner, et puis ça va trop bien se passer. Et puis, en fait, 2 ans plus tard, il y en a 3 qui sont partis du projet parce qu'ils avaient envie de bosser sur autre chose. Ceux qui restent, ils sont au bord du burn-out. Et pour se répartir l'argent, bah, on ne sait pas trop comment faire, etc. Et le commanditaire commence à amener des demandes qui sont un peu bizarres. Euh, du coup, il y a des conflits sur la vision du projet, sur des trucs comme ça, et on ne sait pas trop où on doit aller. Et en fait, il n'y a plus de moyen de se mettre d'accord. Si on a posé ça, en fait, c'est de dire, attends, quand il y avait un conflit, on avait dit qu'on faisait une certaine manière, de revenir dessus, de dire, OK, les règles, c'est ça, donc on va suivre ce processus-là, avec ces étapes-là, et, et on va essayer d'arriver à une résolution de ce conflit. Et ça permet d'éviter de dire que, non, mais attends, toi, tu me proposes ça parce que c'est dans ton intérêt, etc. Et voilà. Donc, c'est un service que le groupe rend à son propre futur, en gros. Conditions de départ. Donc là, l'idée, c'est aussi que les gens rentrent dans le projet, qu'ils disent qu'est-ce qu'ils s'engagent à faire avant de quitter le projet, pour éviter de partir, s'il y a quelqu'un qui part du jour au lendemain, en disant, ah désolé, bah, finalement j'arrête, et puis qui ne fasse pas de transition de quoi que ce soit, c'est un peu difficile. Licence des contenus produits, donc ça c'est bien quand c'est libre. Penser l'après, ça c'est pas mal aussi pour dire, bah, une fois qu'on a se projeter derrière et puis dire, ah bah tiens, peut-être qu'en fait, il faut qu'on produise des documents aussi qui vont destinés à être partagés un peu à tout le monde et capitaliser sur notre expérience. Et puis voilà, donc ça c'est la charte de coopération sereine. Euh, et puis après, au niveau fonctionnement, généralement on a un document. Bon, je vous dis tout, hein, puis vous prenez ce qui vous plaît. Euh, on a un document projet qu'on met au milieu, où on prend les notes de chaque réunion. Et en fait, quand quelqu'un a besoin d'amener quelque chose à l'ordre du jour, bah, il va le mettre. Voilà. Donc la réunion, comment dire, la réunion la plus récente est au-dessus. Euh, et donc, on rajoute les trucs. En début de réunion, on a généralement alors, une réunion de coordination par semaine, ou toutes les 2 semaines, ou toutes les 3 semaines, ça c'est à définir avec le groupe, avec ou pas le commanditaire. Donc, généralement, on aime bien faire une réunion avec les chargés de mission, parce que ça leur permet de voir notre fonctionnement, ça leur permet aussi de donner leur avis, et puis on n'a rien à cacher, que ce soit en termes de finances ou de quoi que ce soit. Donc, ça donne, ça crée une relation de confiance, et des fois, c'est aussi comment dire, des réunions qui font du bien aux chargés de mission parce qu'elles ont un espace où elles peuvent exprimer leurs tensions. Ils ou elles peuvent exprimer leurs tensions et peuvent aussi prendre la parole plus facilement. Parce que les réunions dans les collectivités, c'est pas toujours des moments de plaisir. Donc nous, on essaie de se débrouiller pour que les nôtres soient des moments de plaisir.
Euh, donc ça, et du coup, on remplit au fur et à mesure, ordre du jour partagé, et puis à vous de décider ces réunions de coordination tous les combien. On a également un canal Telegram qui nous permet de gérer tout ce qui est asynchrone, et un endroit, donc un cloud ou un dossier Drive où on met tous les documents qu'on partage, avec un côté pour les trucs privés, et puis un côté pour les trucs publics. Et voilà. Et vraiment, l'idée, c'est que on n'a pas besoin de chef. Chacun et chacune est responsable de son propre travail. On se fait confiance. Et ce qui est important aussi, c'est s'il y a des tensions, on les exprime quand elles sont là. Donc généralement, alors des fois, il y a des gens, ils vont pas réussir à l'exprimer, puis on va le sentir. On va dire, tu n'aurais pas une tension là. Et des fois, il y a des gens qui vont y arriver seuls. Mais l'idée, c'est de, voilà, d'exprimer ces tensions et on ajuste par rapport à ça. Et ce que ça amène aussi, c'est qu'après, on va avoir une posture vis-à-vis du commanditaire qui est beaucoup plus juste, parce que des fois, ça va être des tensions vis-à-vis de la manière dont ça se passe. On va se dire, mais attendez, là, ils sont en train de nous mettre en situation d'échec. Si on continue à aller par là, le projet, il est foutu, notre truc, ça va servir à rien, etc. Qu'est-ce qu'on va défendre auprès du commanditaire pour apaiser cette tension? Quelles questions on va lui poser pour se rassurer sur ce sujet-là? Et donc, le ressenti de chaque personne dans le groupe est extrêmement important pour le projet, pour le groupe et pour le succès de tout ce qu'on fait. Donc, voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à exprimer leurs tensions. Moi aussi, des fois, enfin, j'ai besoin de mariner dedans un moment où vraiment qu'elles soient fortes pour pouvoir l'exprimer. Mais il y a des personnes qui vont juste ne pas l'exprimer, de dire, ah ben, c'est dommage, du coup, on prend pas soin de ça, et qui vont pas oser le dire, ou qui vont dire, j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise et tout. Je vous invite et je vous encourage fortement à les exprimer quand même. Vous faites perdre le temps de personne. Euh, et si jamais les gens ont l'impression que ça fait perdre du temps, ils vous le diront. Mais exprimez tout ça. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé quelque chose d'utile dans cette vidéo. Bonne journée.